Je m'appelle Ryan, 34 ans, analyste en immobilier commercial à Boston. Bethany et moi étions ensemble depuis 3 ans, et notre mariage était prévu dans un vignoble chic en dehors de la ville dans 5 semaines. Nous avions tout planifié dans les moindres détails, 180 invités, un quatuor à cordes pour la cérémonie, un groupe de jazz de 8 musiciens pour la réception. J'avais géré la plupart des acomptes des principaux prestataires puisque sa famille insistait sur les arrangements traditionnels où le marié couvre ses dépenses. Nous étions assis dans notre restaurant de sushi préféré sur Newberry Street, un de ces mardis soirs tranquilles où l'on profite simplement d'être ensemble quand elle a lâché la bombe si nonchalamment que j'ai failli la manquer. Alors, j'ai invité Marcus à la cérémonie, a-t-elle dit, picorant son rouleau de saumon comme si elle venait de mentionner qu'elle avait commandé des serviettes supplémentaires. Marcus, son ex-petit ami de l'université. J'ai posé mes baguettes avec précaution, prenant un moment pour digérer. Marcus de l'université, le gars avec qui tu sortais en 3e année. Elle a hoché la tête, sans tout à fait croiser mon regard. Il est marié maintenant, et sa femme a un voyage d'affaires à Singapour ce week-end-là, alors j'ai pensé que ce serait bien de l'inclure. Nous sommes restés amis, et il m'a vraiment soutenu pendant les préparatifs. Quelque chose dans sa façon de le dire semblait répéter, comme si elle s'était entraînée à cette conversation dans le miroir. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai essayé d'être le gars sûr de lui, mûr, qui ne se sent pas menacé par les ex. D'accord, ai-je dit lentement. Je veux dire, c'est un peu inhabituel, mais si vous êtes juste amis et qu'il est marié, je suppose que ça va. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Comment s'appelle sa femme déjà? Ai-je demandé, gardant un ton désinvolte. Jennifer, a-t-elle dit immédiatement. Puis ses yeux se sont légèrement écarquillés. Je veux dire, Janet. Désolé, je les confonds toujours. Janet. Elle a ri, mais ça sonnait forcé et cassant. J'ai hoché la tête et j'ai changé de sujet, mais mon esprit travaillait déjà sur l'incohérence. Les gens ne confondent généralement pas le nom de la conjointe de leur ami, surtout pas quand ils sont censés être assez proches pour justifier une invitation à un mariage. Cette nuit-là, après que Bethany se soit endormie, j'ai fait ce que toute personne méfiante ferait en 2024. Je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé le profil de Marcus assez facilement puisque Bethany le suivait toujours. J'ai parcouru ses publications récentes et elle était là, sur ses photos, sa femme. Caroline, pas Jennifer ou Janet. Caroline, une infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Boston, selon son profil. Certainement pas en voyage d'affaires à Singapour. Elle avait l'air heureuse sur leurs photos ensemble, sincèrement amoureuse de ce gars qui était apparemment maintenant invité à mon mariage sous de faux prétextes. J'aurais dû confronter Bethany tout de suite, mais quelque chose me disait de creuser plus profondément d'abord. Sa tablette était toujours sur la table basse, et je connaissais son code d'accès car nous avions toujours été ouverts sur ce genre de choses. J'ai hésité peut-être 30 secondes avant de la déverrouiller, me disant que j'étais juste minutieux, que je méritais de connaître la vérité avant notre mariage. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des mois de messages entre Bethany et Marcus, des conversations nocturnes qui dépassaient bien minuit. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu être, de Bethany à 1h47 du matin il y a 3 semaines? Tout le temps, surtout ces derniers temps, de Marcus à 2h03. Des photos qu'il lui avait envoyées de sa salle de sport à domicile, des selfies torse nu dans le miroir de la salle de bain avec des légendes comme « Je me remets en forme pour quelque chose de spécial ». Ses réponses étaient enthousiastes, aguicheuses, exactement le genre de message que vous n'envoyez pas à quelqu'un avec qui vous êtes juste amis. Il y avait des blagues privées, des références à des souvenirs qu'ils avaient partagés, des réminiscences de leur relation à l'université d'une manière qui semblait nettement au présent. Tu te souviens de ce week-end à Newport où il a plu tout le temps et où nous n'avons jamais quitté l'hôtel, avait-elle écrit. Le meilleur week-end de ma vie, avait-il répondu, suivi de « Nous devrions parler davantage du mariage ». J'ai vraiment hâte. J'étais assis là sur notre canapé à 2h30 du matin, lisant des mois d'infidélité émotionnelle, me sentant comme un parfait idiot. Le mariage n'était pas seulement un geste amical. C'était tout autre chose, quelque chose qui me rendait malade. J'ai fait des captures d'écran de tout, documentant méthodiquement les conversations, les photos, les horodatages. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je suis juste resté allongé à côté de Bethany, essayant de comprendre quoi faire de cette information et me demandant depuis combien de temps elle préparait ça, quoi que ça soit. J'ai passé tout le week-end à me débattre avec ce que j'avais découvert,
faisant de longues promenades le long de la rivière Charles et essayant d'organiser mes pensées. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir fouillé la tablette de Bethany, d'avoir violé sa vie privée comme ça. Mais la plus grande partie savait que ce qu'elle faisait était exponentiellement pire que mon enquête. Le dimanche soir, j'avais pris ma décision. Si Bethany voulait inviter Marcus à notre mariage sous de faux prétextes, je répondrais de la même manière. Je devais trouver Caroline et lui dire ce qui se passait. Le lundi matin, j'étais à mon bureau à 7 heures, fonctionnant au café et à la détermination. L'hôpital pour enfants de Boston avait un annuaire du personnel sur son site web, et j'ai trouvé Caroline sous la rubrique des soins infirmiers pédiatriques. J'ai rédigé un message prudent depuis mon email professionnel vérifié, m'assurant qu'il avait l'air professionnel et légitime. Chère Caroline, je m'appelle Ryan et je suis fiancé à Bethany. Je m'excuse pour la nature inhabituelle de ce message, mais je crois que vous méritez de savoir que ma fiancée a invité votre mari Marcus à notre mariage dans 5 semaines, prétendant que vous serez en voyage d'affaires à Singapour ce week-end-là. J'ai récemment découvert des mois de messages nocturnes inappropriés entre eux et j'ai pensé que vous devriez être au courant de ce qui se passe. J'ai joint quelques captures d'écran pour votre référence. Encore une fois, je m'excuse pour toute détresse que cela pourrait causer, mais je voudrais savoir si j'étais à votre place. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me remettre en question, puis j'ai passé les 2 heures suivantes incapable de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Chaque fois que mon email sonnait, mon cœur sursautait. La réponse de Caroline est arrivée à 9h47. Ryan, merci de m'avoir contacté. Je suis absolument dévastée mais reconnaissante de votre honnêteté. Marcus m'a dit qu'il avait un séminaire d'entreprise obligatoire dans les Berkshires ce week-end-là pour son cabinet de conseil. Je n'étais au courant d'aucun mariage ni du fait qu'il était en contact avec une ex-petite amie. Les captures d'écran que vous avez envoyées sont horribles. Seriez-vous d'accord pour parler par téléphone ? Je pense que nous devons en discuter davantage. Nous avons échangé nos numéros et avons parlé pendant près d'1 heure pendant ma pause déjeuner. Caroline était vive, articulée et traitait clairement des trahisons profondes en temps réel. Marcus est différent depuis environ 6 mois, m'a-t-elle dit, sa voix stable malgré les circonstances. Émotionnellement distant, travaillant tard, constamment, soudainement obsédé par l'achat de parfums coûteux et de nouveaux vêtements. Je pensais que c'était une crise de la quarantaine, mais cela a tellement plus de sens maintenant. Il se préparait à la revoir. Elle a fait une pause. L'histoire du séminaire d'entreprise était si précise. Il m'a même montré le faux email d'invitation de son entreprise. Cela a été calculé. Au cours des jours suivants, Caroline et moi avons communiqué régulièrement, partageant des informations et dressant un tableau de l'ampleur de cette tromperie. Elle a découvert des frais sur la carte de crédit de Marcus pour un hôtel de charme à Newport il y a 3 mois. Le même week-end, Bethany avait posté des stories Instagram sur un « week-end entre filles » avec ses colocataires d'université. La chronologie correspondait parfaitement. « Je veux les confronter », a déclaré Caroline lors d'un de nos appels. Mais je veux le faire d'une manière qui maximise l'impact. Ces gens nous mentent depuis des mois, planifiant je ne sais quoi. Ils méritent que ça leur explose au visage. C'est là que j'ai eu l'idée. Le dîner de répétition, ai-je dit. C'est 5 jours avant le mariage dans un restaurant au bord de l'eau à Boston. Bethany insiste pour que Marcus y assiste car il est censé venir du Connecticut et mérite l'hospitalité même s'il ne vit qu'à 45 minutes à Cambridge. Et si vous veniez en tant qu'invité ? Nous pourrions mettre fin à cela avant le jour du mariage. Minimiser les dommages pour tous les autres invités et prestataires. Il y a eu une longue pause. Puis Caroline a ri, un rire vif et déterminé. J'adore. Faisons-le. Ces gens veulent du drame. Nous leur donnerons un drame qu'ils n'oublieront jamais. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à planifier soigneusement, gardant nos communications privées et notre comportement normal. J'ai continué les préparatifs du mariage avec Bethany comme si de rien n'était, ce qui était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Chaque fois qu'elle mentionnait Marcus, je devais me mordre la langue. Elle n'arrêtait pas de pousser pour qu'il soit assis à la table 5 avec mes frères de fraternité plutôt qu'avec sa famille, prétendant qu'elle voulait l'aider à se sentir inclus puisqu'il ne connaîtrait pas beaucoup de monde. J'ai remarqué que cette table avait une vue directe sur la table d'honneur où nous serions assis. C'est attentionné de ta part, ai-je dit, observant attentivement son visage. Tu veux vraiment qu'il se sente à l'aise. Elle a souri, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de calculateur dans son expression. Eh bien, il vient de si loin.
C'est la moindre des choses que je puisse faire. La semaine avant le dîner de répétition a été une torture. Bethany a pris des décisions de plus en plus suspectes que je voyais maintenant avec une clarté parfaite. Elle a insisté sur un plan de table spécifique, voulait s'assurer que Marcus reçoive une invitation pour un +1, au cas où le voyage de sa femme serait annulé, et n'arrêtait pas de vérifier son téléphone de manière obsessionnelle. Pendant ce temps, Caroline se préparait pour son entrée dramatique. « Je me fais coiffer », m'a-t-elle dit lors d'un de nos derniers appels de planification. « Si je dois faire exploser mon mariage et tes fiançailles en une soirée, je vais être absolument magnifique en le faisant. » Je devais admirer son esprit. Le jour du dîner de répétition est arrivé avec un temps d'automne parfait, vif et clair. Le lieu était un magnifique restaurant au bord de l'eau avec des baies vitrées donnant sur le port de Boston, une salle à manger privée pour 40 personnes. J'ai dit à Bethany que je devais aider mon colocataire d'université dont la voiture était tombée en panne sur le Mass Pike et j'ai suggéré qu'elle y aille plus tôt pour gérer les derniers détails. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé, l'air sincèrement inquiète. « Je peux t'attendre. »« Non, vas-y. Je serai là bientôt. » Je lui ai embrassé le front, ne ressentant que de l'engourdissement là où il y avait autrefois de l'affection. J'ai récupéré Caroline à son appartement de Brookline à 17h30. Elle était incroyable dans une robe de cocktail bordeaux. Ses cheveux foncés parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. « Prête pour ça ?» ai-je demandé alors qu'elle montait dans ma voiture. « Je suis prête depuis que j'ai vu ces captures d'écran », a-t-elle dit. « Allons ruiner quelques vies. » Nous sommes arrivés à 18h15, 15 minutes après tout le monde. J'avais parfaitement calculé le timing. Je suis entré le premier dans la salle à manger privée, saluant mes parents et mes frères, faisant de petites conversations. À travers les fenêtres, je pouvais voir Marcus assis à côté de Bethany à la table principale, tous deux ayant l'air à l'aise et familiers l'un avec l'autre d'une manière qui m'a serré la mâchoire. Puis Caroline a fait son entrée. La semaine précédant le dîner de répétition avait été un exercice de patience et d'observation. Chaque décision de planification de mariage prise par Bethany se révélait soudainement sous un jour complètement différent, comme une de ces illusions d'optique où une fois que vous voyez l'image cachée, vous ne pouvez plus l'ignorer. Lundi, elle avait insisté pour que nous passions en revue le plan de table pour la 3e fois. « Je pense vraiment que Marcus devrait être à la table 5, » avait-elle dit, déplaçant les petites cartes nominatives sur notre table de salle à manger. « Il ne connaîtra personne de mon côté, et tes frères de fraternité sont toujours si accueillants. » J'ai étudié l'arrangement avec soin. La table 5 était positionnée avec une vue parfaite et dégagée sur la table d'honneur où Bethany et moi serions assis. De cet angle, Marcus pourrait la regarder pendant toute la réception. « Bien sûr, ça marche, » ai-je dit, gardant ma voix neutre. Quoi que ce soit qui le mette à l'aise. Elle m'a souri, et je me suis demandé comment j'avais pu trouver ce sourire rassurant un jour. Le mardi a apporté un autre développement intéressant. Bethany voulait que Marcus assiste non seulement à la cérémonie, mais aussi au dîner de répétition lui-même. « Il vient de si loin du Connecticut », a-t-elle argumenté quand j'ai demandé si nous devions inclure un invité ordinaire à ce qui était généralement un événement réservé à la famille et au cortège. « C'est à près de 2 heures de route, Ryan. Nous ne pouvons pas le faire venir le jour du mariage sans aucun contexte. Il vit à Cambridge, ai-je souligné. C'est à 45 minutes. » Son visage a légèrement rougi. « C'est vrai. Je voulais dire Cambridge. Je les confonds toujours. Mais quand même, c'est assez loin pour que nous soyons hospitaliers. » Les mensonges devenaient plus bâclés, plus désespérés. Elle était tellement concentrée sur le fait d'amener Marcus à ce dîner de répétition qu'elle ne gardait même plus son histoire droite. Mercredi, elle a passé 3 heures au téléphone dans notre chambre, la porte fermée. Quand elle est sortie, elle avait l'air agitée et excitée, une combinaison que j'avais déjà vue lorsqu'elle planifiait quelque chose qu'elle savait que je n'approuverais pas. « Tout va bien ?» ai-je demandé depuis le canapé. « Bien. Je parlais juste au fleuriste de quelques ajustements de dernière minute. » Sauf que j'avais parlé au fleuriste moi-même ce matin-là, confirmant les arrangements finaux, et elle avait mentionné que Bethany n'avait pas appelé depuis plus d'1 semaine. Jeudi a apporté le moment le plus révélateur. Je travaillais à domicile et Bethany pensait que j'étais en conférence téléphonique avec des écouteurs. Je l'ai entendu au téléphone dans la cuisine, la voix basse et intime. « Non, il ne se doute de rien. Tout va se passer parfaitement. Reste juste fidèle au plan et je te donnerai le signal pendant la cérémonie. » Mon sang s'est glacé. Le signal pendant la cérémonie.
Qu'est-ce que cela signifiait, bon sang? Vendredi matin, le jour du dîner de répétition. Je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. L'anxiété et la trahison que je ressentais depuis des semaines s'étaient cristallisées en une froide détermination. Caroline et moi nous étions échangés des textos pour finaliser les détails. Elle était prête. J'étais prêt. À 16h30, j'ai commencé ma performance. Chérie, je viens de recevoir un appel de Derek, ai-je dit à Bethany en attrapant mes clés. Derek était mon colocataire d'université, vivant actuellement à Worcester. Sa voiture est tombée en panne sur le Mass Pike et il est coincé. Je dois aller l'aider. Bethany a levé les yeux de son miroir de maquillage, les yeux écarquillés d'inquiétude. Maintenant? Le dîner de répétition commence à 18h. Je sais, mais il est complètement bloqué. Vas-y et occupe-toi des derniers détails au restaurant. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Elle s'est mordu la lèvre, clairement tiraillée entre le désir de m'avoir la tôt et le fait de ne pas vouloir paraître déraisonnable. D'accord, mais dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi là-bas. Je promets que j'arriverai à temps. Je lui ai embrassé le front, ne ressentant absolument rien. J'ai récupéré Caroline à son appartement de Brookline à 17h15. Elle mettait des boucles d'oreilles quand elle a ouvert la porte, la robe de cocktail bordeaux lui allait parfaitement, ses cheveux foncés relevés dans une coiffure élégante qui a probablement coûté une fortune. Tu es magnifique, ai-je dit honnêtement. Merci. Je me suis dit que si je devais détruire mon mariage et tes fiançailles en une soirée, je devrais au moins être belle en le faisant. Elle a attrapé une petite pochette. J'ai mon téléphone chargé de captures d'écran et les relevés de cartes de crédit montrant les frais d'hôtel de Newport. Je suis prête pour la guerre. Nous avons roulé vers le front de mer dans un silence confortable pendant quelques minutes avant qu'elle ne reprenne la parole. Tu es nerveux. Étonnamment, je suis en fait plus nerveux à propos de ce qui se passera après les retombées, les explications à la famille, la gestion de tous les prestataires de mariage. Je l'ai regardé. Et toi? Je suis furieuse, a-t-elle dit simplement. Marcus et moi sommes mariés depuis 4 ans. Nous essayons d'avoir un bébé l'année dernière, et pendant tout ce temps, il se languissait de sa petite amie de l'université et planifiait je ne sais quoi. Sa voix s'est légèrement brisée. Alors, non, je ne suis pas nerveuse. Je suis en colère, et je veux qu'ils ressentent tous les deux exactement ce que nous avons ressenti. Le restaurant au bord de l'eau est apparu devant nous, tout en lumière chaude et en vue sur le port. Je me suis garé et nous sommes restés assis là un moment, regardant les gens se déplacer à l'intérieur de la salle à manger privée à travers les baies vitrées. Je pouvais voir mes parents, mes frères, la famille de Bethany. Et là, assis à côté de Bethany à la table principale comme s'il était à sa place, il y avait Marcus. C'est lui, a demandé Caroline. C'est lui. Elle a étudié Marcus à travers la vitre, son expression dure. Il porte le parfum que je lui ai acheté pour notre anniversaire. Celui qui coûtait $200. Elle a ri sans humour. Il s'est vraiment bien habillé pour elle. J'ai vérifié ma montre. 18h12, prête? Allons-y, nous sommes entrés ensemble, mais je suis entré le premier dans la salle à manger privée pendant que Caroline attendait dans le hall. La pièce était élégante et chaleureuse. Des tables rondes dressées avec du linge blanc. La vue sur le port créant une toile de fond magnifique. Ma mère m'a repéré immédiatement et m'a fait signe. Ryan, on commençait à s'inquiéter. Derek va bien? Il va bien. Quelqu'un de l'assistance routière est arrivé juste après mon arrivée. Désolé d'être en retard. J'ai fait le tour de la pièce, serrant la main de mes oncles, embrassant ma grand-mère, faisant de petites conversations avec les parents de Bethany. Pendant tout ce temps, j'étais conscient de Marcus et Bethany à la table principale qui me regardaient. Bethany avait l'air soulagée. Marcus avait l'air détendu, confiant, même comme s'il était exactement là où il était censé être. Je me suis délibérément positionné près de l'entrée, parlant à mon frère de son nouveau travail quand j'ai donné le signal par texto à Caroline. 30 secondes plus tard, elle a franchi la porte de la salle à manger privée. L'effet a été immédiat et dévastateur. J'ai vu le visage de Marcus perdre toute couleur, ses yeux s'écarquillaient de pure panique. Bethany s'est figée au milieu d'une phrase, ses mains suspendues en l'air là où elle faisait un geste en parlant à ma tante. La pièce n'est pas devenue complètement silencieuse immédiatement, mais il y a eu une baisse notable du volume de la conversation alors que les gens enregistraient une nouvelle arrivée.
Caroline a traversé l'espace avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de gagner. « Chérie » a-t-elle appelé Marcus, sa voix enjouée et portant. Surprise. Mon voyage à Singapour a été annulé. L'administration de l'hôpital a changé le planning à la dernière minute. Quelque chose à propos du besoin de personnel senior pour une évaluation d'urgence. Elle s'est dirigée directement vers la table principale où Marcus était assis, figé, à côté de ma fiancée. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai fait irruption dans ton séminaire d'entreprise dans les Berkshires. Le mot « Berkshire » est resté en suspens dans l'air comme une bombe. Le visage de Bethany a vacillé de confusion avant que la compréhension ne s'abatte sur ses traits. Marcus avait l'air de pouvoir être malade. Caroline, a-t-il réussi à étouffer? Qu'est-ce que tu fais ici? J'assiste à un dîner de répétition, apparemment. Caroline s'est tournée vers Bethany avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous devez être Bethany. J'ai tellement entendu parler de vous. Enfin, en fait, je n'avais rien entendu parler de vous jusqu'à ce que Ryan ait la gentillesse de m'informer que mon mari a été invité à votre mariage. Drôle de coïncidence que son séminaire d'entreprise obligatoire soit le même week-end. Vous ne trouvez pas? La pièce était maintenant complètement silencieuse. 40 membres de la famille et du cortège, tous figés dans divers états de confusion et de prise de conscience naissante. Ma mère, Dieu la bénisse, a été la première à retrouver son sang-froid. Elle s'est levée de son siège et s'est dirigée vers Caroline avec une chaleur sincère. Vous devez être Caroline, a-t-elle dit en tendant la main. Ryan a mentionné que vous pourriez peut-être nous rejoindre après tout. Nous sommes si heureux que vous ayez pu venir. S'il vous plaît, venez vous asseoir avec nous. Elle a fait un geste vers une chaise vide qui se trouvait directement en face de Marcus et Bethany, entre elle-même et mon jeune frère. Le plan de table n'aurait pas pu être plus parfait si nous l'avions planifié, ce que, bien sûr, nous avions fait. Caroline s'est installée gracieusement sur son siège, lissant sa robe et posant sa pochette sur la table. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un lieu si charmant. La vue sur le port est magnifique. Elle a regardé directement Bethany. Vous avez un goût merveilleux. Je suis sûr que le mariage lui-même sera absolument magnifique. La bouche de Bethany s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. On aurait dit que quelqu'un l'avait physiquement frappé. Marcus fixait son assiette, la mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle sauter. Caroline, nous devrions probablement parler, a-t-il finalement réussi à dire, commençant à se lever. Oh, nous pouvons parler ici même, a dit Caroline agréablement. Je ne pense pas que nous ayons de secret pour ces charmantes personnes. N'est-ce pas? Après tout, vous et Bethany avez été de si bons amis. J'adorerais en savoir plus sur votre amitié. Les serveurs ont commencé à apporter le premier plat, complètement inconscients de la tension nucléaire à la table principale. J'ai regardé une jeune femme placer des salades César devant Marcus et Bethany, qui semblaient tous deux incapables de manger quoi que ce soit. En fait, a continué Caroline, sortant son téléphone avec une désinvolture délibérée. J'ai tellement appris sur votre amitié au cours des dernières semaines. Ryan a eu la gentillesse de partager certaines de vos conversations par texto avec moi. Quelqu'un aimerait les entendre? Ma tante Margaret, qui avait observé toute la scène avec la fascination de quelqu'un regardant un accident de train, s'est même penchée en avant. Je le voudrais, a-t-elle dit, et j'ai failli rire de son audace. Caroline lui a souri. Eh bien, voyons voir. Il y a celui-ci d'il y a environ 3 semaines, envoyé à 1h47 du matin. Bethany a écrit, penses-tu parfois à ce qui aurait pu être? Et Marcus a répondu à 2h03, tout le temps, surtout ces derniers temps. Elle a levé les yeux de son téléphone. C'est une chose très intime à discuter avec le mari de quelqu'un d'autre à 2h du matin, vous ne trouvez pas? Bethany a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. Ces messages ont été sortis de leur contexte. Nous ne faisions que nous remémorer l'université. C'était innocent. Innocent, a répété Caroline en faisant défiler son téléphone. C'est comme ça qu'on appelle ça? Et les selfies torse nu dans le miroir de la salle de bain que Marcus t'a envoyé de notre salle de sport avec des légendes comme « Je me remets en forme pour quelque chose de spécial ?» Ça semble moins innocent et plus délibérément provocateur. Marcus s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Caroline, c'est inapproprié. Tu fais une scène. Je fais une scène? Le sang-froid de Caroline s'est légèrement fissuré, sa voix s'élevant.
Tu me trompes émotionnellement depuis des mois, tu mens sur des séminaires d'entreprise, tu te fais inviter au mariage de ton ex-petite amie, et c'est moi qui suis inapproprié. Elle a sorti un autre document de sa pochette, le dépliant avec soin. Voici quelque chose d'intéressant. Des relevés de cartes de crédit d'il y a 3 mois. Il y a une dépense pour le Harbor View Inn à Newport de $487 un samedi soir en juillet. Elle a regardé Bethany. C'est le même week-end où tu as posté des stories Instagram sur ton week-end entre filles, n'est-ce pas? Je les ai sauvegardées. Tu veux les voir? Le père de Bethany, un lieutenant de police à la retraite au visage de granit, s'est levé de sa table. Bethany Marie, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Sa voix a traversé la pièce comme une lame. Papa, c'est un malentendu, a commencé Bethany, mais sa voix tremblait. Ryan a envahi ma vie privée. Et n'ose pas essayer de faire porter le chapeau à la vie privée, les yeux coupés, parlant pour la première fois depuis l'entrée de Caroline. Tu as invité ton ex-petite amie à notre mariage sous de faux prétextes. Tu as eu une liaison émotionnelle pendant des mois. Tu as menti sur le fait que sa femme était à Singapour pour que je ne me demande pas pourquoi elle n'était pas invitée. Il ne s'agit pas de vie privée. Il s'agit de trahison. Mon père, normalement un homme calme qui évitait les conflits, a hoché la tête d'un air sombre. Le fils a raison. Il s'agit de caractère, pas de vie privée. Bethany a tourné sa colère entièrement contre moi maintenant, des larmes coulant sur son visage, mais elle ressemblait plus à de la fureur qu'à du remords. Tu as orchestré tout ça. Tu as fait venir sa femme ici pour m'humilier devant tout le monde. Je l'ai fait venir ici parce qu'elle méritait de connaître la vérité, ai-je dit calmement. Tout comme je mérite de connaître la vérité avant d'épouser quelqu'un qui est toujours amoureux de son ex-petite amie. Je ne suis pas amoureuse de Marcus. Le désespoir dans sa voix était palpable maintenant, la façade soignée s'effritant. C'est juste un ami. Tu es jaloux et peu sûr de toi et tu gâches tout. Caroline a ri, un rire vif et amer. Un ami que tu rencontres dans des hôtels. Un ami à qui tu envoies des messages nocturnes sur ce qui aurait pu être. Je suis marié à Marcus depuis 4 ans. Je sais à quoi ressemble l'infidélité émotionnelle, et ma chérie, c'est exactement ce que c'est. Marcus avait essayé de se diriger vers la sortie, mais mon frère s'est levé nonchalamment et a bloqué son chemin, les bras croisés. À 1,90 m et ancien linebacker universitaire, il constituait une barrière efficace. Je ne pense pas que tu ailles où que ce soit pour le moment, mec. Cette conversation n'est pas terminée. Et puis quoi encore, a dit Marcus. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Il avait l'air vaincu, piégé, comme s'il était entré dans une situation qu'il avait radicalement sous-estimée. La mère de Bethany pleurait doucement, le visage enfoui dans ses mains. Son père avait l'air de vouloir retourner toute la table. Ma mère a gardé sa main sur l'épaule de Caroline, un geste de solidarité qui m'a serré la poitrine de gratitude. Il y a plus, a dit Caroline, et je pouvais entendre la douleur sous sa colère. Maintenant, j'ai trouvé un brouillon de mail dans le compte de Marcus hier. Vous voulez savoir ce qu'il disait? Elle n'a pas attendu de réponse. Il était intitulé au brouillon d'objection de mariage, et il décrivait exactement ce qu'il prévoyait de dire lorsque l'officiant demanderait si quelqu'un savait pourquoi Ryan et Bethany ne devraient pas se marier. Il avait pratiqué des phrases spécifiques. Il allait littéralement faire objection pendant votre cérémonie. La pièce a éclaté. Mes tantes ont haleté. Le père de Bethany a juré bruyamment. Ma grand-mère a serré ses perles comme dans un film. Mais je suis resté à regarder Bethany, observant son visage passer par le déni, la panique, et finalement la résignation. Il n'était pas censé le faire vraiment, a-t-elle chuchoté si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. Quoi, me suis-je penché en avant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il n'était pas censé faire objection vraiment. C'était juste censé être une option au cas où je donnerais le signal, au cas où je déciderais que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Sa voix s'est complètement brisée. J'avais besoin de savoir si je me contentais de ta stabilité plutôt que de sa passion. J'avais besoin de tester mes sentiments. La confession est restée en suspens dans l'air comme de la fumée. Elle venait d'admettre devant 40 personnes qu'elle avait prévu d'utiliser notre cérémonie de mariage comme son point de décision émotionnelle personnelle entre deux hommes. Qu'elle était prête à m'humilier à l'hôtel si elle décidait que Marcus était la meilleure option. Tu allais le laisser faire objection, ai-je dit lentement, chaque mot délibéré. Tu l'as invité à notre mariage avec un signal préarrangé,
prête à jeter 3 ans et à embarrasser les deux familles juste pour tester tes sentiments. Je ne savais pas ce que je voulais. Bethany sanglotait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Tu es sûr et stable et parfait sur le papier, mais Marcus me fait me sentir vivante. Je pensais que si je vous voyais tous les deux au même endroit au mariage, je saurais enfin avec certitude. Mon père a fait un bruit de pur dégoût. Ma mère a regardé Bethany avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Caroline a juste secoué la tête. Tu es un sacré numéro, lui a dit Caroline. Vous deux, vous l'êtes. Elle a regardé Marcus, qui avait finalement cessé d'essayer de s'échapper. Je demande le divorce lundi. Je prends la moitié de tout, y compris cette corvette ridicule que tu penses que je ne connais pas. Tu as caché de l'argent pour l'acheter. En fait, surtout la corvette. Caroline, s'il te plaît. Marcus a finalement parlé, sa voix désespérée. Nous pouvons en parler en privé. Nous pouvons arranger ça. Arranger le fait que tu prévois de faire objection au mariage d'une autre femme? Arranger le fait que tu me mentes depuis des mois? Arranger le fait que tu rencontres ton ex dans des hôtels? Elle s'est levée, rassemblant sa pochette. Non, c'est fini. Mon avocat prendra contact. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti une enveloppe que j'avais préparée plus tôt. À l'intérieur se trouvaient des copies de toutes les factures des principaux prestataires de mariage, tout à mon nom. Puisque la famille de Bethany avait insisté sur des arrangements traditionnels où le marié prend en charge les principales dépenses. Lieu du vignoble, traiteur, groupe, fleuriste, photographe. Total des acomptes, 24 000 $. Le mariage est annulé, ai-je annoncé à la salle. J'ai déjà commencé à appeler les prestataires. Les acomptes qui peuvent être remboursés reviendront sur mes comptes. Si quelqu'un veut essayer de sauver des relations avec des prestataires, vous êtes invité à me rembourser les parties non remboursables. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table vers le père de Bethany. Voici un décompte complet. Le père de Bethany a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, regardant sa fille avec une pure déception. 24 000 $, a-t-il répété. Tu as jeté un homme bien et 24 000 $ pour jouer à des jeux avec ton ex-petite amie. Je ne jouais pas à des jeux, a crié Bethany, mais personne n'écoutait plus. Caroline se dirigeait déjà vers la sortie, la tête haute. Je l'ai suivie, laissant Bethany sangloter à la table avec sa famille autour d'elle. À l'entrée, je me suis retourné une dernière fois. Marcus se faufilait déjà par une sortie latérale. Un lâche jusqu'au bout. Bethany était assise seule à ce qui aurait dû être notre célébration, entourée de membres du cortège qui la fixaient maintenant avec un mélange de choc et de jugement. À l'extérieur du restaurant, l'air froid d'octobre m'a frappé le visage comme un réveil. Caroline se tenait près de la balustrade surplombant le port, ses épaules tremblant légèrement. Je me suis approché avec précaution, incertain si elle voulait de la compagnie ou de la solitude. « Ça va ?» ai-je demandé, réalisant immédiatement à quel point la question était stupide. « Non », a-t-elle dit honnêtement en se tournant vers moi. Son maquillage était maintenant maculé, des larmes perçant enfin l'armure qu'elle avait maintenue à l'intérieur. Mais ça ira, à la fin. Elle a ri, s'essuyant les yeux. Mon Dieu, c'était à la fois la chose la plus valorisante et la plus dévastatrice que j'ai jamais faite. Tu as été incroyable là-dedans. Je le pense vraiment. Toi aussi. Elle a étudié mon visage. Comment te sens-tu? Honnêtement, soulagé. En colère, mais surtout soulagé d'avoir découvert ça avant que nous nous marions réellement. Je me suis appuyé contre la balustrade à côté d'elle. Peux-tu imaginer si Marcus avait réellement fait objection pendant la cérémonie? Si je l'avais découvert comme ça? Ce brouillon de mêle, a dit Caroline en secouant la tête. Je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai trouvé hier. Il avait prévu des phrases spécifiques. Je m'oppose parce que je suis toujours amoureux de la mariée. Bethany et moi avons des affaires inachevées. Il allait t'humilier devant tout le monde que tu connais. Grâce à toi, ça n'est jamais arrivé. Nous sommes restés là en silence un moment, regardant les bateaux se déplacer sur l'eau sombre. À l'intérieur du restaurant, je pouvais entendre des voix élevées, probablement le père de Bethany qui la grondait. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse dans ma poche, mais je l'ai ignoré. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Caroline. Pour toi. Je commence à appeler les prestataires demain. J'essaie de récupérer l'argent que je peux, je gère les retombées. Je continue ma vie.
Je l'ai regardé. Et toi? Avocat lundi. Comme je l'ai dit, j'ai déjà appelé mon frère plus tôt cette semaine et il m'aide à tout organiser. Marcus va perdre ce condo de Cambridge, la moitié de ses comptes de retraite, et oui, certainement la Corvette. Elle a souri d'un air sombre. Il cache de l'argent sur un compte séparé depuis plus d'1 an. J'ai trouvé les relevés. Il s'avère que ce n'est pas légal dans le Massachusetts quand on est marié. Fais-lui payer tout ce qu'il a. Mon téléphone a de nouveau vibré et je l'ai finalement vérifié. 17 appels manqués de Bethany. 12 messages textes, chacun plus désespéré que le précédent. Ryan, s'il te plaît, reviens. Nous devons parler. Je peux tout expliquer. Ne jette pas 3 ans. Je t'aime. Ça a toujours été toi. Marcus ne signifiait rien, je le jure. J'en ai montré quelques-uns à Caroline. Elle a reniflé. Classique. Maintenant que son plan de secours lui a explosé au visage, soudainement tu es l'amour de sa vie à nouveau. C'est ce que je me disais. J'ai bloqué le numéro de Bethany et j'ai rangé mon téléphone. Je devrais probablement retourner à l'intérieur et m'occuper de ma famille. Je devrais y aller. C'était assez de drame pour toute une vie. Caroline a redressé sa robe et a vérifié son reflet dans l'appareil photo de son téléphone, réparant son maquillage maculé. Merci, Ryan, de m'avoir dit la vérité, de m'avoir donné la chance de les confronter ensemble. Beaucoup de gars auraient juste annulé le mariage discrètement et m'auraient laissé vivre dans l'ignorance. Tu méritais de savoir. Personne ne mérite d'être trompé comme ça. Nous nous sommes brièvement étreints, puis elle s'est dirigée vers le parking. Je l'ai regardée partir. Cette femme que je ne connaissais que depuis 3 semaines, mais qui était devenue une alliée improbable dans la pire situation de ma vie. Quand je suis retourné à l'intérieur, la salle à manger privée s'était en grande partie vidée. Mes parents et mes frères étaient toujours là, ainsi que les parents de Bethany et quelques parents dispersés. Bethany elle-même était partie, apparemment pour panser ses plaies ailleurs. Ma mère m'a immédiatement serré dans ses bras. « Je suis si fière de toi », a-t-elle dit doucement. Cela a demandé du courage. Je suis désolé que le dîner ait été gâché. N'ose pas t'excuser. Mon père m'a tapé sur l'épaule. Cette fille a montré son vrai visage avant que tu ne prennes un engagement légal. C'est une bénédiction, pas un désastre. Le père de Bethany s'est approché, tenant toujours l'enveloppe que je lui avais donnée. Ryan, je ne sais même pas quoi dire. Je suis mortifié. Absolument mortifié par le comportement de ma fille. Monsieur Patterson, vous n'avez pas à vous excuser pour ses choix. Et puis quoi encore? Elle a été mieux élevée que ça. Il a regardé le détail des factures. Je vais vous faire un chèque pour la moitié de ça. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'insiste. La mère de Bethany et moi couvrirons $12 000. Considérez cela comme des excuses pour ce qu'elle vous a fait subir. Il a fait une pause. Et Ryan, vous êtes un homme bien. Vous trouverez quelqu'un qui vous mérite. Les 72 heures suivantes ont été un tourbillon d'appels téléphoniques, de mails et de gestion de crise. Certains prestataires ont été étonnamment compréhensifs. Le fleuriste a remboursé 60%, compatissant à la situation. Le photographe a tout remboursé puisqu'il n'avait encore rien photographié. Le vignoble a gardé la compte de $5 000, mais m'a souhaité bonne chance. Le groupe a été le plus difficile, refusant de rembourser quoi que ce soit, mais je m'y attendais. Mon appartement est devenu un refuge. J'ai pris 3 jours de congé, prétextant une urgence familiale, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. J'ai commandé des plats à emporter, j'ai ignoré mon téléphone sauf pour les appels des prestataires, et j'ai essayé de digérer tout ce qui s'était passé. Le 2e jour, Bethany s'est présentée à mon immeuble. Le portier a appelé, et je lui ai dit de ne pas la laisser monter. Elle a attendu dans le hall pendant 1 heure avant de finalement partir. Cette nuit-là, elle a essayé une autre approche. Ma sonnette a retenti à 23h30 et quand j'ai vérifié la caméra de sécurité, elle était là. Elle avait en quelque sorte convaincu un autre résident de la laisser entrer dans l'immeuble. Elle portait l'ensemble de lingerie noire que je lui avais acheté pour notre anniversaire avec juste un long manteau par-dessus, tenant une bouteille de whisky cher. Ryan, s'il te plaît. Sa voix est passée par l'interphone. Nous devons parler. J'ai fait une terrible erreur. Laisse-moi me racheter.
Rentre chez toi, Bethany. Je t'aime. J'étais confuse et stupide, mais je sais maintenant que c'est toi que je veux. C'est toi que j'ai toujours voulu. Si c'était moi que tu voulais, tu n'aurais pas eu besoin de tester tes sentiments en invitant ton ex à notre mariage. C'était de l'insécurité. J'avais peur de m'installer, peur de faire le mauvais choix. Mais en te regardant t'éloigner, j'ai réalisé que tu étais le bon choix depuis le début. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu n'as rien réalisé, Bethany. Tu as juste perdu ton plan de secours, et maintenant tu essaies de sauver ta première option. Ça ne m'intéresse pas, Ryan, s'il te plaît. 3 ans ensemble doivent bien signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose. Ça signifiait que j'ai appris ce que je ne veux pas chez un partenaire. Quelqu'un qui me voit comme sûr et stable plutôt qu'excitant. Quelqu'un qui garde son ex-petit ami comme plan de secours. Quelqu'un qui m'humilierait à notre propre mariage juste pour comprendre ses sentiments. Je ne l'aurais pas laissé faire objection. C'était juste un filet de sécurité. Un filet de sécurité. Exactement comme j'étais ton filet de sécurité. Ta solution de repli stable et ennuyeuse. Je pouvais la voir pleurer sur la caméra, le mascara coulant à nouveau. Tu n'es pas ennuyeux. Tu es merveilleux et attentionné. Parfait pour quelqu'un d'autre. Pas pour toi. Rentre chez toi. Elle est restée là pendant 20 minutes de plus avant de finalement partir. Je l'ai regardée sur la caméra de sécurité alors qu'elle descendait le couloir, les épaules affaissées, le manteau couvrant à peine la lingerie. Lorsque la manipulation a échoué, Bethany est passée à la phase 3, la guerre des réseaux sociaux. Elle a publié une longue histoire soigneusement élaborée sur Instagram sur les violations de la vie privée, les comportements contrôlants, et comment parfois les personnes en qui vous avez le plus confiance trahissent de manière inimaginable. Elle s'est présentée comme la victime de ma jalousie et de mon insécurité. Une femme qui n'avait fait qu'essayer de maintenir des amitiés saines pendant que son fiancé envahissait sa vie privée et orchestrait une humiliation publique. Les commentaires ont d'abord été sympathiques. Ses amis se sont ralliés à elle, publiant des émojis de cœur et des messages de soutien. Tu mérites mieux. C'est sa perte. Un roi reconnaît un roi, et il n'était clairement pas un roi. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas engagé la conversation, j'ai juste regardé le récit qu'elle construisait avec une curiosité détachée. Caroline, cependant, n'avait pas une telle retenue. Elle avait apparemment surveillé la situation par l'intermédiaire d'amis communs, et 3 heures après la publication de Bethany, Caroline a publié sa propre réponse. Elle a inclus des captures d'écran soigneusement sélectionnées, les selfies de Marcus torse nu à la salle de sport avec la légende « Je me remets en forme pour quelque chose de spécial », l'échange de textos de 2 heures du matin sur « ce qui aurait pu être », le relevé de carte de crédit montrant la dépense à l'hôtel de Newport à côté de la story Instagram de Bethany de ce même week-end prétendant qu'elle était avec des amis, et le coup de grâce absolu. Une capture d'écran partielle du brouillon de mail de Marcus montrant juste assez de son projet d'objection de mariage pour que l'intention soit limpide. La légende de Caroline était simple. La vérité sur les amitiés saines et qui est la vraie victime ici. Certaines personnes réécrivent l'histoire quand le présent ne tourne pas en leur faveur. La réponse a été immédiate et brutale. La section des commentaires de Bethany a été inondée de questions, d'accusations, de demandes d'explications. Son récit de victime soigneusement construit s'est effondré en temps réel. En 1 heure, elle a supprimé sa publication originale, mais les captures d'écran s'étaient déjà répandues dans tout notre cercle social. Mon téléphone a explosé de messages d'amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Mec, c'est vrai? Putain de merde. Elle prévoyait de le laisser faire objection. Tu as esquivé un missile nucléaire. J'ai répondu à quelques-uns, en restant bref et digne. Oui, c'était vrai. Oui, j'allais bien. Non, je ne voulais pas en discuter davantage. Mais le summum absolu de la guerre numérique est venu lorsqu'un des amis de Caroline, quelqu'un avec des compétences de harcèlement sur Internet apparemment supérieures, a découvert quelque chose de vraiment remarquable. Le brouillon original de l'objection de mariage de Marcus n'était pas seulement un brouillon. Il l'avait envoyé à quelqu'un pour avoir son avis. Cette personne était son frère aîné qui avait apparemment répondu avec des conseils détaillés sur la façon de rendre l'objection plus percutante sur le plan émotionnel, suggérant des gestes et un timing spécifique. Ils avaient planifié ça ensemble, l'avaient travaillé comme un scénario. Caroline a également publié ses captures d'écran. Internet a perdu la tête.
À la fin de la semaine, Bethany avait supprimé tous ses comptes de médias sociaux. Marcus avait été licencié de son cabinet de conseil après que les captures d'écran soient devenues virales au sein de son réseau professionnel. Apparemment, faire objection à des mariages et planifier des liaisons émotionnelles n'était pas conforme à leurs valeurs d'entreprise. Les retombées numériques avaient dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais j'allais déjà de l'avant. Le samedi est arrivé, ce qui aurait dû être le jour de mon mariage. Je me suis réveillé tôt, non pas avec de l'appréhension ou de la tristesse, mais avec un étrange sentiment de liberté. Mon colocataire d'université, Derek, celui que j'étais censé aider sur le Mass Pike, a appelé à 7 heures du matin. Mec, sorti de pêche en haute mer. J'ai 8 gars alignés. Tout est témoin. On va à Stellwagen Bank. Tu viens? Absolument. À 9 heures, j'étais sur un bateau quittant le port de Boston en direction de Cape Cod, entouré de mes amis les plus proches, une bière à la main, les embruns de l'océan sur le visage. C'était parfait. Mon frère a levé sa bouteille. À Ryan, qui a esquivé la pire erreur de sa vie. Tout le monde a applaudi. Nous avons passé la journée à pêcher le bar rayé et le Tassergal, à échanger des histoires, sans mentionner Bethany ou Marcus une seule fois après ce premier toast. Juste des gars entre eux, célébrant la liberté et l'amitié. Pendant ce temps, selon ma mère, qui ne pouvait s'empêcher d'envoyer des nouvelles par texto, Bethany s'était apparemment rendue au vignoble quand même. Elle avait mis sa robe de mariée, s'était coiffée et maquillée, et s'était présentée seule au lieu qui avait annulé notre réservation 2 jours auparavant. Elle a pris des photos d'elle en robe, debout sur le parking puisqu'il ne la laissait pas entrer sur la propriété, et les a postées sur un compte Instagram temporaire qu'elle avait créé. Les légendes étaient des citations mélodramatiques sur la survie à la trahison et la renaissance de ses cendres. Les photos ont reçu peut-être 20 j'aime avant que les gens ne commencent à commenter sur le comportement troublant et déséquilibré. Elle a également supprimé celle-ci en quelques heures. Elle s'est présentée en robe de mariée, a demandé Derek quand je lui ai raconté, riant si fort qu'il a failli laisser tomber sa canne à pêche. C'est absolument insensé. Elle essaie de contrôler le récit. Se faire passer pour la victime au cœur brisé au lieu de la personne qui a orchestré tout le gâchis. J'ai remonté un autre poisson, sentant le poids et la traction de quelque chose de réel, d'honnête. Laisse-la faire sa performance. Je suis ici en train de vivre ma vraie vie. Nous sommes rentrés au port au coucher du soleil, bronzés et heureux, avec assez de poissons pour remplir 3 glacières. Ce soir-là, mes témoins et moi avons dîné dans un steakhouse, le genre de restaurant cher où Bethany voulait toujours aller, mais que j'avais évité à cause des prix. Nous avons commandé des entrées, des steaks de première qualité, du whisky haut de gamme. J'ai tout payé sans même vérifier le total, quelque chose que je pouvais maintenant me permettre parce que je ne subventionnais pas le style de vie imaginaire de quelqu'un d'autre. Tu sembles différent, a observé mon frère alors que nous partions. Plus détendu. Je me sens différent, plus léger. C'était vrai. Le poids que je portais depuis des mois, peut-être même des années, s'était levé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais dépensé d'énergie à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment voulu. La semaine suivante a apporté des nouvelles par des amis communs. Marcus avait déménagé de son condo de Cambridge, qui était en cours de vente dans le cadre du règlement du divorce. Il avait pris un emploi dans un parc de bureaux de banlieue, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait auparavant. Sa réputation dans le monde du conseil à Boston était complètement détruite. L'avocat de Caroline était impitoyable, et les lois sur le divorce du Massachusetts la favorisaient puisque l'affaire de Marcus était si bien documentée. Elle a obtenu la maison, la moitié de ses comptes de retraite, une pension alimentaire pendant 3 ans, et oui, la Corvette qu'il achetait secrètement. Caroline m'avait envoyé une photo d'elle assise au volant, tenant les clés avec un grand sourire. La légende, le meilleur prix de divorce de tous les temps. Tu veux faire un tour un de ces jours? J'avais ri et l'avais félicité. Nous étions restés en contact, des textos occasionnels pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. 2 personnes liées par un traumatisme partagé qui s'était en quelque sorte transformé en une victoire mutuelle. La situation de Bethany était moins triomphale. Elle était retournée dans la maison de son enfance à Newton, vivant dans sa chambre avec ses parents. Son emploi à l'organisation à but non lucratif était toujours intact, mais son cercle social s'était évaporé. Le groupe d'amis qu'elle avait cultivé pendant des années s'était discrètement éloigné après la diffusion des preuves de Caroline. Et les membres du cortège qui avaient assisté à la confrontation du dîner de répétition avaient répandu l'histoire dans tout notre réseau.
Elle a essayé de me contacter 2 fois de plus par l'intermédiaire d'amis communs, demandant si nous pouvions nous retrouver pour un café juste pour parler. J'ai décliné les 2 fois. Il n'y avait plus rien à dire. Un mois après l'annulation du mariage, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des années. J'ai réservé un voyage en solo d'1 mois en Argentine et au Chili en utilisant l'argent que j'avais récupéré des remboursements des prestataires et ce que j'avais économisé pour la lune de miel. J'avais toujours voulu voir la Patagonie, faire des dégustations de vin à Mendoza, faire de la randonnée à Torres del Paine. Bethany avait toujours rejeté mes idées pour l'Amérique du Sud, prétendant qu'elle voulait aller quelque part avec de meilleurs complexes hôteliers et du shopping. Maintenant, je pouvais aller où je voulais. Le voyage a changé ma perspective sur tout. Randonner à travers des montagnes qui faisaient paraître les problèmes de Boston microscopiques. Boire du vin qui coûtait $3 la bouteille mais qui avait meilleur goût que tout ce que j'avais eu dans des restaurants chers. Rencontrer des gens du monde entier qui ne savaient rien des désastres de dîners de répétition ou des mariages annulés. À Mendoza, lors d'une dégustation de vin dans un petit vignoble familial, j'ai rencontré Isabella. Elle venait de Seattle, une scientifique de l'environnement faisant des recherches sur l'agriculture durable, avec un sourire qui m'a fait oublier de goûter mon vin correctement. Nous avons commencé à parler de la composition du sol et, d'une manière ou d'une autre, 3 heures se sont écoulées sans que nous nous en rendions compte. Alors, qu'est-ce qui t'amène seul en Argentine, a-t-elle demandé au dîner ce soir-là dans un restaurant qu'elle avait recommandé. J'ai dit que je venais de sortir d'une relation, en restant vague. Mais quelque chose dans le vin et la nuit chaude et son intérêt sincère m'a poussé à lui raconter toute l'histoire. Le dîner de répétition, le brouillon d'objection de mariage, l'entrée de Caroline, tout. Isabella a écouté avec des yeux de plus en plus grands, interrompant occasionnellement avec des halètements ou des questions. Quand j'ai fini, elle m'a regardé pendant un long moment, puis a éclaté de rire. Pas un rire cruel, mais un amusement sincère et incrédule. Je suis désolé, a-t-elle réussi à dire entre 2 rires. Je ne me moque pas de toi, je le jure. Je me moque de l'audace absolue de ton ex-fiancé pensant qu'elle pouvait s'en tirer. Et le fait que toi et cette femme, Caroline, vous soyez alliés comme une sorte d'escouade de vengeance, c'est vraiment génial. C'était nécessaire à l'époque. C'était nécessaire. Peux-tu imaginer si tu l'avais vraiment épousé? Si tu l'avais découvert après avoir eu des enfants et une hypothèque ensemble? Elle a secoué la tête. Tu n'as pas seulement esquivé une balle, tu as esquivé une arme nucléaire. Nous avons passé la semaine suivante à voyager ensemble, complètement improvisé, mais cela semblait tout à fait naturel. Isabella était réfléchie, hilarante et avait cette façon de souligner des choses que je n'avais jamais remarquées sur moi-même. Tu t'excuses constamment, a-t-elle observé un jour alors que nous faisions de la randonnée près de la Concagua. Pour des choses normales comme poser des questions ou avoir des opinions. C'est comme si tu t'attendais toujours à ce que quelqu'un soit agacé par toi. Elle avait raison. Vivre avec Bethany m'avait appris à me minimiser, à m'excuser de prendre de la place. J'y travaille, ai-je dit. Tant mieux, parce que tu es en fait plutôt intéressant quand tu arrêtes de t'excuser d'exister. À notre 3e rendez-vous, si l'on peut appeler voyager ensemble un rendez-vous, nous regardions le coucher de soleil sur les Andes. Et Isabella s'est tournée vers moi. J'ai une confession. Je t'ai googlé après que tu m'aies raconté cette histoire. Oh non. Aussi. J'ai trouvé les publications supprimées de ton ex sur Instagram, tout le scandale du dîner de répétition, tout. Internet est éternel. Elle a fait une pause. Et je dois dire que sur les photos que j'ai trouvées de toi, tu as l'air tellement plus heureux sur celles que tu as postées récemment. Comme si tu étais vraiment toi-même au lieu de jouer à être quelqu'un. C'est exactement ce que je ressentais, comme si je passais constamment une audition pour le rôle du petit ami assez bien. Eh bien, tu es bien plus qu'assez bien. Tu es en fait plutôt génial. Elle m'a embrassé et c'était comme recommencer de la meilleure des manières. Nous avons échangé nos coordonnées lorsque nous nous sommes séparés 2 semaines plus tard. Elle retournait à Seattle pour le travail, moi continuant vers le sud en direction de la Patagonie, mais nous nous sommes envoyés des textos constamment, avons fait des appels vidéo lorsque les fuseaux horaires le permettaient, avons fait des projets de nous rendre visite. Au moment où je suis rentré à Boston 6 semaines après mon départ, j'avais déjà réservé un vol pour Seattle pour le mois suivant. Mon appartement semblait différent à mon retour, plus propre en quelque sorte, même si rien n'avait physiquement changé. Toutes les affaires de Bethany avaient disparu depuis longtemps. L'espace était maintenant complètement le mien, et j'avais commencé à redécorer pendant mon voyage,
commandant des meubles en ligne qui reflétaient mon vrai goût au lieu de notre esthétique de compromis. Le travail m'a accueilli avec une surprise. Une promotion au poste d'analyste principal qui était en préparation avant le drame du mariage. Mon patron m'a pris à part le premier jour de mon retour. J'ai entendu dire que tu avais eu quelques mois difficiles. Content de voir que tu vas mieux. Aussi, nous te donnons le portefeuille Henderson. Félicitations. La vie s'améliorait activement. Non seulement elle se rétablissait, mais elle devenait en fait meilleure qu'avant. 2 mois après mon retour, Caroline m'a contacté avec une invitation. Un verre. J'ai des nouvelles et je pense que tu les apprécieras. Nous nous sommes retrouvés dans un bar à vin de Back Bay, le genre d'endroit avec un éclairage tamisé et des fauteuils confortables. Caroline était phénoménale, ses cheveux coupés dans un nouveau style, portant ce qui était clairement une robe chère, rayonnant de confiance. « Tu es magnifique », ai-je dit honnêtement. « Le divorce me va bien », a-t-elle souri. J'ai obtenu ma promotion d'infirmière pédiatrique en chef, j'ai racheté la part de notre maison à Marcus, et j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. C'est fantastique. Qui est l'heureux élu? Il s'appelle Dr James Mitchell, chirurgien orthopédiste, veuf avec une fille adolescente. Je l'ai rencontré à la salle de sport de l'hôpital. Il est gentil, stable, trouve ma corvette hilarante, et surtout, il ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas assez bien. Elle a levé son verre. Aux personnes qui nous méritent vraiment. Je bois à ça. Nous avons rattrapé le temps perdu. Son divorce avait été finalisé. Marcus était apparemment misérable dans sa nouvelle vie, travaillant dans un emploi d'entreprise en banlieue et vivant dans un studio à Quincy. Son frère, celui qui avait aidé à élaborer le discours d'objection de mariage, l'avait publiquement renié après que les captures d'écran soient devenues virales, prétendant qu'il avait plaisanté et n'avait jamais pensé que Marcus envisagerait sérieusement de perturber le mariage de quelqu'un. Menteur, a dit Caroline joyeusement. Mais peu importe ce qui l'aide à dormir la nuit. Et Bethany, ai-je demandé, non pas parce que je m'en souciais profondément, mais parce que j'étais curieux. Elle vit toujours avec ses parents, d'après ce que j'ai entendu. Elle travaille toujours à l'organisation à but non lucratif. Son groupe d'amis l'a complètement abandonnée après que tout soit sorti. Apparemment, elle est en thérapie maintenant, ce qui est probablement une bonne chose. Elle a fait une pause. Son père envoie toujours des cartes de Noël à mes parents en s'excusant pour son comportement. Il m'a remboursé la moitié des frais de mariage. 12 000 $. Mais c'est la moindre des choses qu'il puisse faire. Caroline m'a étudié. Tu as l'air vraiment heureux, Ryan. Différent du gars stressé que j'ai rencontré il y a 3 mois, qui planifiait un mariage avec la mauvaise personne. Je suis heureux, sincèrement. Je lui ai parlé d'Isabella, de nos projets, de la différence que cela faisait d'être avec quelqu'un qui m'appréciait au lieu de me tolérer. Amène-la à Boston. Je veux la rencontrer. James et moi pouvons sortir en couple avec vous. Elle adorerait ça. Attention, elle pense que notre histoire de vengeance du dîner de répétition est la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. C'est un peu le cas, rétrospectivement. Caroline a ri cependant. Le vivre était absolument terrifiant. Les vacances sont arrivées, mes premières depuis l'annulation du mariage. Isabella s'est envolée pour Boston pour Thanksgiving, rencontrant ma famille et charmant complètement tout le monde. Ma mère m'a prise à part pendant qu'Isabella aidait à faire la vaisselle. Elle est merveilleuse. Ne gâche pas ça. Je n'en ai pas l'intention. Noël a apporté un cadeau inattendu. Une carte du père de Bethany avec une note manuscrite me remerciant d'avoir révélé le vrai caractère de sa fille avant que des enfants et des complications juridiques ne rendent tout plus compliqué. Elle comprenait également un chèque de 3 000 $ supplémentaires, sa part des frais de prestataire qui avaient finalement été non remboursables. J'ai encaissé le chèque et je l'ai utilisé pour acheter à Isabella un billet d'avion pour revenir en janvier. 3 mois après ce qui aurait dû être le jour de mon mariage, je vivais une vie que je n'aurais pas pu imaginer pendant ces jours sombres de planification d'une cérémonie qui était secrètement conçue comme le point de décision émotionnel de quelqu'un d'autre. Isabella était devenue une constante dans ma vie, volant entre Seattle et Boston toutes les quelques semaines, faisant des projets qui semblaient authentiques et mutuels au lieu de compromis unilatéraux. Nous avons parlé de son éventuel déménagement à Boston ou de mon déménagement à Seattle, mais nous prenions notre temps, construisant réellement quelque chose de réel au lieu de nous précipiter vers des étapes arbitraires. Le contraste entre ma relation avec Isabella et ce que j'avais eu avec Bethany était frappant et éclairant.
Isabella insistait pour partager chaque addition, ne me laissait pas payer ses vols, contribuer à parts égales à tout ce que nous faisions ensemble. Quand j'ai essayé de payer le dîner un soir, elle s'était même énervée. Je gagne bien ma vie, Ryan. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi financièrement. Je veux un partenaire, pas un pourvoyeur. C'était rafraîchissant et parfois déconcertant, de réapprendre à quoi ressemblait réellement une relation égale. Par des amis communs, j'ai eu des nouvelles occasionnelles de Bethany que je n'avais pas demandées, mais que les gens semblaient obligés de partager quand même. Elle vivait apparemment toujours dans sa chambre d'enfant à Newton, celle avec les affiches de ses années d'université et le lit simple dans lequel elle avait dormi au lycée. Son emploi à but non lucratif était toujours intact, mais elle avait été écartée pour une promotion sur laquelle tout le monde savait qu'elle comptait. Sa vie sociale s'était essentiellement évaporée. Le groupe d'amis qu'elle avait cultivé pendant des années s'était discrètement éloigné après que le scandale du dîner de répétition soit devenu public. Elle a posté une vague citation sur la survie aux personnes toxiques, a rapporté mon amie Lisa lors d'un dîner de groupe. Elle a eu environ 15 j'aime. C'était un peu triste, en fait. Tout ce qu'elle poste concerne la survie et la guérison des personnes toxiques, a ajouté quelqu'un d'autre. Comme si elle avait complètement réécrit l'histoire où elle est la victime du comportement de tout le monde au lieu d'être l'architecte de son propre désastre. Je n'ai pas commenté, j'ai juste hoché la tête et changé de sujet. La reconstruction narrative de Bethany n'était plus mon problème. Sa famille avait apparemment insisté pour qu'elle commence une thérapie après qu'elle se soit présentée au vignoble dans sa robe de mariée, reconnaissant que le comportement indiquait des problèmes plus profonds. Selon son père, qui envoyait encore occasionnellement des nouvelles à mes parents, elle travaillait enfin sur certains de ses schémas concernant la sécurité et la validation. La situation de Marcus était encore plus radicalement modifiée. Il avait perdu tout ce qui comptait pour lui. Son condo de Cambridge, sa prestigieuse carrière de consultant, son mariage, sa réputation, la moitié de ses économies de retraite et la corvette qu'il avait secrètement épargnée. Caroline avait été absolument impitoyable dans la procédure de divorce, et la loi du Massachusetts l'avait complètement favorisée compte tenu des preuves documentées de l'affaire émotionnelle et de la tromperie de Marcus. Il vivait dans un studio exigu à Quincy, travaillant dans un poste de cadre intermédiaire qui payait moins de la moitié de son salaire précédent, faisant la navette 1 heure dans chaque sens en transport en commun. Son frère, celui qui avait aidé à élaborer le scénario d'objection de mariage, s'était publiquement distancé de lui après que les captures d'écran soient devenues virales, prétendant qu'il avait plaisanté et ne s'était jamais attendu à ce que Marcus envisage sérieusement de perturber le mariage de quelqu'un. Les conséquences professionnelles s'étaient étendues au-delà de la simple perte de son emploi. Le profil LinkedIn de Marcus, qui présentait autrefois ses réalisations en conseil et son vaste réseau, n'avait plus qu'une fraction de ses relations précédentes. Plusieurs anciens collègues avaient apparemment écrit des recommandations publiques le qualifiant de contraire à l'éthique et de peu fiable après que l'histoire se soit répandue dans la communauté d'affaires très soudée de Boston. Caroline avait spectaculairement tourné la page. Sa relation avec le docteur James Mitchell était florissante, et il s'était récemment fiancé. Elle m'avait envoyé une photo de la bague avec un message qui m'a fait éclater de rire. Il m'a demandé en mariage à la cafétéria de l'hôpital où nous avons eu notre première conversation. C'était parfait et authentique et rien à voir avec les jeux manipulateurs que Marcus jouait. Aussi, je garde mon nom de famille parce que je l'ai gagné dans ce divorce. Isabella et moi étions devenus amis avec Caroline et James. Nous nous retrouvions occasionnellement tous les 4 pour des dîners ou des activités de week-end. La dynamique était confortable et facile, liée par une histoire partagée, mais axée sur le bonheur présent. Isabella et Caroline s'étaient particulièrement bien entendues, se retrouvant occasionnellement pour un brunch sans James et moi, formant leur propre amitié indépendante des circonstances qui avaient réuni tout le monde. « J'adore que tu sois resté ami avec l'ex-femme du mari de ton ex », avait dit Isabella après un de ses brunchs. « C'est si magnifiquement compliqué et bizarre. Caroline est géniale. Nous avons survécu à quelque chose de bizarre ensemble. Ça crée un lien. De plus, elle conduit cette corvette ridicule et n'a pas peur de dire à James quand il fait du docteur mansplaining. Je respecte ça. » En février, le lieu du mariage a contacté avec une demande inhabituelle. Il voulait utiliser des images de sécurité de notre dîner de répétition, convenablement éditées et anonymisées, pour la formation du personnel sur la gestion des situations dramatiques. Apparemment, notre soirée était devenue légendaire parmi les lieux d'événements de Boston, discutée dans les forums de l'hôtellerie comme l'exemple ultime de conflits inattendus entre invités. Nous vous dédommagerions, bien sûr, a expliqué le responsable des événements.
Et nous n'identifierions jamais personne impliquée, mais la façon dont votre famille et l'autre femme ont géré la situation avec grâce sous la pression, c'est vraiment utile à des fins de formation. J'ai accepté, trouvant le tout absurdement drôle. Notre désastre était devenu un outil pédagogique. Ils m'ont envoyé $500 et une bouteille de vin cher en guise de remerciement. J'ai partagé l'argent avec Caroline, qui a trouvé ça hilarant. On devrait toucher des royalties à chaque fois que quelqu'un nous regarde détruire nos relations respectives en temps réel, a-t-elle plaisanté. Le dîner de répétition de l'enfer, maintenant disponible à des fins de formation en entreprise. Mars a apporté une rencontre inattendue. Je prenais un café avec Isabella dans un endroit de Cambridge, discutant de ses offres d'emploi potentielles à Boston quand je l'ai vue. Bethany, l'air plus petite en quelque sorte, assise seule à une table dans un coin avec un ordinateur portable et un latte intact. Elle portait des vêtements qui semblaient chers mais usés, ses cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, des cernes sous ses yeux visibles même de l'autre côté de la pièce. Elle m'a repéré au même moment où je l'ai vue. Nos yeux se sont croisés et j'ai vu une série d'émotions traverser son visage, surprise, panique, honte, quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Elle a commencé à se lever, puis a semblé se raviser, se rasseyant sur sa chaise. C'est elle, n'est-ce pas, a demandé Isabella, suivant mon regard. Oui, c'est Bethany. Elle a l'air mal en point. 3 mois à vivre avec les conséquences de vos choix, ça fait ça. Je me suis retourné vers Isabella, choisissant délibérément de ne pas m'engager. Alors, l'offre d'emploi de l'entreprise environnementale à Cambridge. Qu'en penses-tu? Isabella m'a étudié un moment, puis a souri. Je pense que je devrais l'accepter. Je pense que Boston pourrait être bon pour nous deux. Vraiment? J'ai senti quelque chose de chaleureux et d'espoir fleurir dans ma poitrine. Vraiment. Le travail est intéressant. Le salaire est solide. Et il y a ce gars que je vois qui me fait rire et ne me fait jamais sentir que je suis trop ou pas assez. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. De plus, Caroline et moi avons des projets de brunch qui nécessitent une proximité géographique. Du coin de l'œil, j'ai vu Bethany nous regarder, son visage s'effondrant alors qu'elle était témoin de l'intimité facile entre Isabella et moi. La façon confortable dont nous nous tenions la main, les rires sincères, la planification d'un véritable avenir commun. Tout ce qu'elle avait jeté était maintenant en train d'être construit avec quelqu'un d'autre. Je n'ai ressenti aucun triomphe en regardant sa douleur. Je ne me suis pas senti vengé ou satisfait. Je n'ai rien ressenti du tout, ce qui était en quelque sorte plus significatif que la colère ou le ressentiment ne l'aurait été. Elle était devenue une histoire édifiante dans mon histoire, pas une blessure qui faisait encore mal. Nous avons quitté le café main dans la main, Isabella parlant avec enthousiasme de la recherche d'appartements et de l'achat de meubles, faisant des projets qui nous incluaient tous les deux à parts égales. Je n'ai pas regardé en arrière Bethany, assise seule avec son latte intact et les regrets qu'elle nourrissait. En avril, Isabella avait officiellement déménagé à Boston, prenant un appartement à Brookline pendant que nous continuions à prendre les choses à un rythme mesuré. Pas de précipitation vers les fiançailles ou le mariage, juste construire quelque chose de solide et de réel. Elle avait rencontré tous mes amis et ma famille, avait été approuvée à l'unanimité, et s'était même liée d'amitié avec ma mère autour de leur amour commun pour les podcasts sur les crimes réels. Un samedi après-midi, Caroline nous a invités à un barbecue chez elle, celle qu'elle avait rachetée à Marcus lors du divorce. C'était une magnifique journée de printemps, son jardin rempli d'amis et de collègues. James manœuvrait expertement le barbecue pendant que Caroline montrait le jardin qu'elle cultivait. C'était autrefois la terrasse de la man cave de Marcus, a-t-elle dit à Isabella, faisant un geste vers l'espace maintenant rempli de plantes à fleurs et de sièges confortables. Il avait une télévision massive et un réfrigérateur à bière ici. J'ai tout arraché et j'ai rendu ça vraiment beau. Mise à niveau, a dit Isabella avec approbation. Plus tard, alors que le soleil se couchait et que les gens commençaient à partir, Caroline m'a pris à part. J'ai entendu dire que Bethany a contacté des amis communs pour avoir de tes nouvelles. Elle voulait savoir si tu étais heureux. Qu'est-ce que les gens lui ont dit? La vérité. Que tu t'épanouis, que tu as une nouvelle relation, une promotion au travail, que tu sembles vraiment content. Elle a fait une pause. Je pense qu'elle a enfin compris ce qu'elle a perdu. Mais peut-être qu'elle traitera mieux la prochaine personne. Peut-être. Bien que, selon son père, elle n'est sortie avec personne depuis que tout s'est passé. Trop peur d'être blessée à nouveau, apparemment. Caroline a secoué la tête.
L'ironie. J'ai regardé de l'autre côté de la cour Isabella, qui riait de quelque chose que James disait, complètement à l'aise et authentique. Je suis content que tout se soit passé comme ça. Si Bethany n'avait pas invité Marcus au mariage, si nous nous étions réellement mariés, je n'aurais jamais rencontré Isabella. Je n'aurais jamais appris ce que je mérite vraiment. Pareil. Si Marcus n'avait pas été assez stupide pour laisser des preuves partout, je serais peut-être resté dans ce mariage pendant des années. Maintenant, j'ai James, ma maison, cette corvette ridicule, et aucun regret. Elle a fait teinter sa bouteille de bière contre la mienne. Aux balles esquivées. Aux secondes chances, ai-je répondu. En été, j'avais acheté une bague. Rien d'extravagant ou de désespéré, juste une belle pièce vintage que j'avais trouvée dans une vente de succession et qui capturait parfaitement le style d'Isabella. Élégante, mais pratique, avec une histoire, mais tournée vers l'avenir. Je prévoyais de la demander en mariage le matin de Noël, 9 mois après notre première rencontre dans ce vignoble de Mendoza, nous donnant beaucoup de temps pour être absolument certains. Pas de précipitation, pas de pression, juste deux personnes qui s'étaient trouvées et avaient décidé de construire quelque chose de durable. J'ai montré la bague à Caroline un après-midi où nous nous sommes retrouvés pour un café, voulant la vie d'une femme. Elle l'a tenue à la lumière, l'examinant attentivement. Elle est parfaite. Elle va adorer. Elle me l'a rendue. Tu sembles différent du gars que j'ai rencontré il y a 6 mois. Plus posé. Je me sens différent. Comme si je comprenais enfin ce qui me manquait avec Bethany. Ce n'était pas la passion ou l'excitation ou ce que disait elle Marcus offrait. C'était un véritable partenariat. Un respect mutuel. Quelqu'un qui te voit comme un égal au lieu d'un filet de sécurité ou d'un pourvoyeur ou d'un plan de secours émotionnel. C'est exactement ça, a souri Caroline. James et moi nous marions au printemps prochain. Petite cérémonie, juste les amis proches et la famille. Évidemment, vous et Isabella êtes invités. Évidemment, nous serons là, tant qu'il n'y a pas de situation d'ex-petite amie dramatique prévue. Allez. Bien que le dîner de répétition puisse être ennuyeux en comparaison d'une autre. Nous avons tous les deux ri. Le traumatisme partagé s'était maintenant transformé en blague privée et en amitié sincère. La dernière fois que j'ai entendu parler de Bethany, c'est par son père qui avait envoyé une carte de Noël à mes parents en juillet, les remerciant de leur gentillesse pendant tout ça et s'excusant à nouveau pour le comportement de sa fille. Il a inclus une brève mise à jour. Elle était toujours en thérapie, vivait toujours à la maison, travaillait toujours sur elle-même. Elle lui avait apparemment demandé de transmettre qu'elle était désolée, vraiment désolée, et espérait que j'étais heureux. Je n'ai pas répondu, mais j'ai apprécié la conclusion de savoir qu'elle travaillait au moins sur ses problèmes. Les nouvelles de Marcus étaient moins sympathiques. Selon l'avocat de Caroline, il a essayé de réduire sa pension alimentaire, prétextant des difficultés financières, mais le juge avait rejeté la demande étant donné que ses problèmes financiers étaient des conséquences auto-infligées de son propre comportement. Il vivait toujours dans le studio de Quincy, travaillait toujours dans le poste d'entreprise écrasant, toujours complètement ostracisé de ses anciens cercles sociaux et professionnels. J'ai presque pitié de lui, avait dit Caroline quand elle me l'a dit. Presque. Puis je me suis souvenu du brouillon d'objection de mariage, et j'ai arrêté d'avoir pitié. Ce soir, je dîne avec Isabella dans notre restaurant italien préféré, le même restaurant où nous avons eu notre premier vrai rendez-vous après son déménagement à Boston. Elle pense que nous célébrons juste le succès de son projet de travail. Mais en fait, je prévois de la demander en mariage plus tôt, incapable d'attendre Noël parce que pourquoi attendre quand on sait que quelque chose est juste. La bague est dans la poche de ma veste et je ne ressens que de la certitude et de la joie. Pas d'anxiété, pas de remise en question, pas de me demander si je suis assez bien ou si elle se contente. Juste la confiance tranquille qui vient d'être choisie par quelqu'un qui veut vraiment vous choisir. Bethany m'a appris ce que je ne veux pas, ce que je ne tolérerai pas, ce que je mérite de mieux. Isabella m'a appris à quoi ressemble vraiment l'amour quand les deux personnes sont pleinement présentes et authentiques. Et Caroline m'a appris de manière inattendue que parfois les pires situations créent les meilleures alliances et que la vengeance, lorsqu'elle est exécutée avec précision et dignité, peut en fait être le fondement d'une amitié sincère. Alors que je me prépare, ajustant ma cravate et vérifiant la boîte de la bague une dernière fois, mon téléphone vibre avec un message de Caroline. Bonne chance ce soir. Elle va dire oui. Et merci d'être le meilleur pote de divorce qu'on puisse avoir. Le dîner de répétition de l'enfer a changé nos deux vies pour le mieux. Elle a raison.
C'est vrai. Ce que Bethany entendait comme son plan de secours émotionnel est devenu ma libération. Ce qui aurait dû être la pire nuit de ma vie est devenu le catalyseur de tout ce qui a suivi de bien. J'ai renvoyé un texto, merci d'avoir été assez courageuse pour entrer dans ce restaurant. Nous avons tous les deux esquivé des armes nucléaires. Sa réponse est immédiate. C'est vrai. Maintenant, va te fiancer à quelqu'un qui te mérite vraiment. J'empoche mon téléphone, j'attrape mes clés et je sors dans la douce soirée d'été. Quelque part de l'autre côté de la ville, Bethany vit probablement encore dans sa chambre d'enfant, traitant encore ce qu'elle a perdu et pourquoi. Marcus est probablement dans son studio, mangeant des plats à emporter et se demandant comment sa vie a si spectaculairement mal tourné. Mais moi, je me dirige vers un avenir que je veux vraiment, avec quelqu'un qui le veut avec moi. Et c'est la seule vengeance qui compte vraiment. Bien vivre, mieux choisir, et ne jamais regarder en arrière.